Vous êtes bien sur Radio Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. C'est l'heure de se retrouver avec vous, cher public, pour notre dernier rendez-vous de Planète Ado Kids, un ado, un kids, une histoire consacrée à l'histoire d'une personnalité célèbre qui n'est pas scientifique ni sportif. Je vous explique dans quelques instants toutes les modalités. On se retrouve à la fin de cette émission pour conclure, et ça tombe bien, si vous n'avez pas pris le goûter, bon appétit, avec un bon petit chocolat chaud les enfants, ou même un bon petit verre de lait, ou alors encore mieux, un bon petit chocolat chaud avec une petite mousse au-dessus, avec de la crème chantilly, un délice. Bon, assez de bavardage, je vous laisse vous concentrer dans notre émission Un ado, un kids, une histoire. On se retrouve à la fin pour conclure, ça tombe bien, il est 16h30. Madame, Monsieur, bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau d'Un ado, un kids, une histoire. Votre rendez-vous à 10h sur la partie historique. Et nous allons nous intéresser à une célébrité qui a fait les beaux jours. Nous sommes à Besançon dans le studio d'enregistrement, le tout nouveau. Et je vous propose de parler d'événements, ou plutôt de célébrités qui sont nées ici même à Besançon. Et notre première célébrité très connue, si je vous dis Les Misérables, avec Cosette, avec Gavroche, avec Jean Valjean, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. La réponse est la suivante. Notre célébrité du jour, c'est ce fameux écrivain qui a écrit Les Misérables. Il s'agit de Victor Hugo. Victor Hugo qui est né le 26 février 1802, ici à Besançon. Et il est mort à Paris en 1885, le 22 mai. Vous le connaissez, c'est l'un des plus importants écrivains de la langue française, c'est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a eu un rôle idéologique majeur et qui occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises au XIXe siècle. Au théâtre, Victor Hugo s'est imposé comme un des chefs de file du romantisme français en présentant sa conception du drame romantique dans les préfaces qui introduisent Cromwell en 1827 ou encore même Hernani en 1830, qui sont de véritables manifestes, puis par ses autres œuvres dramatiques comme Lucrèce Borgia en 1833 ou encore même Ruy Blas en 1838. Son œuvre poétique comprend plusieurs recueils de poèmes lyriques, dont les plus célèbres sont Odes et Ballades, parus en 1826, Les Feuilles d'automne en 1831, ou encore Les Contemplations en 1856. C'est un poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments, parus en 1853, et un poète épique dans La Légende des siècles, publié de 1859 à 1883. Comme romancier, il a rencontré un grand succès populaire avec le célèbre Notre-Dame de Paris en 1831 ou encore même avec son œuvre majeure Les Misérables qui a été réalisée en 1862. Nous allons parler un petit peu plus de sa vie puisque il a été très impliqué dans les débats publics, il a été parlementaire sous la monarchie de Juillet et sous la Deuxième et Troisième République. Et enfin, il s'est exilé pendant près de 20 ans à Jersey et Guernesey, sous le Second Empire, dont il a été l'un des plus grands opposants. Il est attaché à la paix et à la liberté, sensible à la misère humaine. Il s'est exprimé en faveur de nombreuses avancées sociales. Il s'est opposé à la célèbre peine de mort et a soutenu l'idée d'une Europe unifiée. Parlons un petit peu de la jeunesse de Victor Hugo, car Victor Hugo, c'est le fils du général Empire, Joseph Léopold Sigisbert Hugo, né en 1773 et mort en 1828, et créé comte selon la tradition familiale par Joséphine Bonaparte, roi d'Espagne, capitaine en garnison dans le Doubs au moment de la naissance de son fils et de Sophie Trébuchet, issue de la bourgeoisie nantaise. Victor Hugo est né le 26 février 1802
à Besançon, au premier étage du 140 Grande Rue, renommé depuis place Victor Hugo. À peine né, il est déjà le centre de l'attention. C'est un enfant fragile, sa mère prend beaucoup soin de lui, comme il le racontera plus tard dans son poème autobiographique « Ce siècle avait 2 ans ». Dernier d'une famille de 3 garçons après Abel-Joseph Hugo, né en 1798 et mort en 1855, et Eugène Hugo, né en 1800 et mort en 1837. Il passe son enfance à Paris, aux 8 rues des Feuillantines, dans un logement loué dans l'ancien couvent des Feuillantines, vendu comme bien national à la Révolution. Ce séjour dans un jardin sauvage, vestige du parc de l'ancien monastère, lui laissera des souvenirs heureux. De fréquents séjours à Naples et en Espagne, à la suite des affectations militaires de son père, marqueront ses premières années. Ainsi, en 1811, alors que Madame Hugo rejoint son mari, la famille fait halte à Hernani, ville du Pays basque espagnol. La même année, il est, avec ses frères Abel et Eugène, pensionnaire dans une institution religieuse de Madrid, le Real Colegio de San Antonio Abad. Et en 1812, il s'installe à Paris avec sa mère qui s'est séparée de son mari, car elle entretient une liaison avec le général d'Empire Victor Fano de la Horie, parrain précepteur de Victor Hugo, duquel il tient son prénom. En 1815, du mois de septembre, il entre avec son frère à la pension Cordier. D'après Adèle Fouché, son amie d'enfance qui deviendra plus tard son épouse, c'est vers cet âge qu'il commence à versifier. Autodidacte, c'est par tâtonnement qu'il apprend la rime et la mesure. Il est encouragé par sa mère, ainsi à qui il lit ses œuvres, ainsi qu'à son frère Eugène. Ses écrits sont relus et corrigés par un jeune maître d'études de la pension Cordier, qui s'est pris d'amitié pour les 2 frères. Sa vocation est précoce et ses ambitions sont immenses. Âgé de 14 ans à peine, Victor note dans un journal « Je vais être Chateaubriand ou rien ». Et en 1817, Victor Hugo a 15 ans, lorsqu'il participe à un concours de poésie organisé par l'Académie française, sur le thème « Bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie ». Selon le récit qu'en fait Adèle Fouché, le jury est à 2 doigts de lui décerner le prix, mais le titre de son poème « 3 lustres à peine » suggère trop son jeune âge et l'Académie croit à un canular. Il reçoit seulement une mention. Il concourt sans succès les années suivantes, mais gagne à des concours organisés par l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse en 1819, un lys d'or pour la statue de Henri IV et une amarante d'or pour les Vierges de Verdun, ainsi qu'une amarante d'or en 1820 pour Moïse sur le Nil. Ayant remporté 3 prix, il devient maître S. Jeux Floraux de 1820, suivi par Chateaubriand l'année suivante. Encouragé par ses succès, Victor Hugo délaisse les mathématiques pour lesquelles il a des aptitudes. Il suit les cours de classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand et embrasse la carrière littéraire. Avec ses frères Abel et Eugène, il fonde en 1819 une revue ultra-royaliste, le Conservateur littéraire, qui attire déjà l'attention sur son talent. Son premier recueil de poèmes, Ode, paraît en 1821. Il a alors 19 ans. Les 1500 exemplaires s'écoulent en 4 mois. Le roi Louis XVIII, qui en possède un exemplaire, lui octroie une pension annuelle de 1000 francs, ce qui lui permet de vivre de sa passion et d'envisager d'épouser son amie d'enfance, Adèle Fouché. Nous allons parler de sa période en tant que jeune écrivain, car elle est vraiment très importante. La mort de sa mère, le 27 juin 1821, l'affecte profondément. En effet, les années de séparation avec son père l'avaient rapproché de celle-ci. Le 12 octobre 1822, il épouse Adèle Fouché, son amie d'enfance, en l'église Saint-Sulpice de Paris. De leur mariage naîtront 5 enfants. Le premier, c'est Léopold, né en 1823, qui ne vit que quelques mois. Suivront Léopoldine en 1824, Charles en 1826, François-Victor en 1828 et Adèle en 1830.
C'est à ce moment-là qu'il commence la rédaction de Anne d'Islande, publiée en 1823, qui reçoit un accueil mitigé, mais vaut à son auteur une nouvelle pension de 2000 francs. Une critique de Charles Nodier bien argumentée est l'occasion d'une rencontre entre les deux hommes et de la naissance d'une amitié. À la bibliothèque de l'Arsenal, berceau du romantisme, il participe aux réunions du Cénacle qui auront une grande influence sur son développement. Son amitié avec Nodier dure jusqu'en 1827-1830, époque où celui-ci commence à être très critique envers les œuvres de Victor Hugo. Durant cette période, il renoue avec son père, qui lui inspira les poèmes « Ode à mon père » et « Après la bataille ». Celui-ci meurt en 1828. Dans cette période, il s'intéresse à la peinture et découvre l'atelier de Paul Huet, et avec enthousiasme. C'est un jeune homme du plus beau talent, vous partagerez la satisfaction de Delacroix et la mienne, écrit-il. Jusqu'en mars 1824, le couple habite chez les parents d'Adèle. Ils déménagent pour le 90 rue de Vaugirard, appartement où leur fille Léopoldine naît en août 1824. L'arrivée de leur fils Charles en 1826, du mois de novembre, fait déménager la famille l'année suivante dans une maison au 11 rue Notre-Dame-des-Champs. Sa pièce Cromwell, publiée en 1827, fait éclat. Dans la préface de ce drame, Victor Hugo s'oppose aux conventions classiques, en particulier à l'unité de temps et à l'unité de lieu, et jette les premières bases de son drame romantique. Le couple reçoit beaucoup et se lie avec Sainte-Beuve, Lamartine, Mérimée, Musset ou encore même Delacroix. François Victor naît en 1828. En 1830, du mois de mai, la famille déménage pour la rue Jean Goujon d'Adèle. Et Adèle naît à ce moment-là, en juillet de l'année 1832. Et ils habiteront justement dans cette rue Jean Goujon jusqu'en octobre 1832. Adèle Fouché, délaissée dans le tourbillon qui a entouré la rédaction, les répétitions, les représentations et le triomphe d'Hernani, se rapproche du meilleur ami et confident du couple, Sainte-Beuve, puis entretiennent une relation amoureuse avec lui qui se développe durant l'année 1831. Entre les deux hommes, les relations courtoises se maintiennent, pourtant avant que leur amitié ne se transforme en haine. Jusqu'à même ce que Victor Hugo songe à provoquer Sainte-Beuve en duel, lorsqu'Adèle avoue son infidélité à son mari. C'est dingue. Leur liaison dure jusqu'en 1837, date à laquelle Sainte-Beuve quitte Paris pour Lausanne. En 1826 et jusqu'en 1837, la famille séjourne fréquemment au château des Roches à Bièvre, propriété de Bertin l'Aîné, directeur du journal des débats. Au cours de ces séjours, Hugo rencontre Berlioz, Chateaubriand, Liszt, Giacomo, Meyerbeer et rédige des recueils de poésie dont les Feuilles d'automne. Il publie en 1829 le recueil de poèmes Les Orientales. La même année paraît Le dernier jour d'un condamné, court roman dans lequel Victor Hugo présente son dégoût de la peine de mort, sujet qu'il abordera à nouveau dans Claude Gueux en 1834, et le roman Notre-Dame de Paris paraît en 1831. Ensuite viendra ses années théâtre, parce qu'il publie plusieurs recueils comme Les Feuilles d'automne en 31, Les Chants du crépuscule en 35, Les Voix intérieures en 37, Les rayons et les ombres en 1840. Déjà, il avait montré une œuvre de jeunesse, Émile Robsart. Et ensuite, en 1830, c'est la création d'Hernani, qui est l'occasion d'un affrontement littéraire fondateur entre anciens et modernes. Ces derniers, au premier rang desquels Théophile Gautier s'enthousiasme pour cette œuvre romantique. Le 25 février 1830, la pièce est jouée au Théâtre Français. Et dès les premiers vers, les querelles se font entendre dans le parterre. Rapidement, les romantiques et les anciens se battent et se défendent. Ce combat qui restera dans l'histoire de la littérature sous le nom de bataille d'Hernani souligne le triomphe de la pièce. Marion de Lorme, interdite une première fois en 1829, est montée en 1831 au théâtre de la Porte Saint-Martin, puis en 1832 le roi s'amuse au Théâtre Français. La pièce sera dans un premier temps interdite, fait dont Hugo s'indignera dans la préface de l'édition originale de 1832.
Il rencontre en 1933 l'actrice Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse et le restera pendant 5 ans jusqu'à sa mort. Il écrira pour elle de nombreux poèmes. Tous deux passent ensemble chaque anniversaire de leur première nuit d'amour et remplissent à cette occasion, année par année, un cahier commun qu'ils nomment tendrement le livre de l'anniversaire. Il aura cependant de nombreuses autres maîtresses, parmi lesquelles Léonie Donnet, avec qui il entretiendra une liaison de 44 à 51, et l'actrice Alice Ozy en 1847, alors que même son fils Charles en était l'amant. Victor Hugo accède à l'Académie française le 7 janvier 1841, après 3 tentatives infructueuses, essentiellement dues à certains académiciens menés entre autres par Étienne de Jouy, opposé au romantisme et le combattant forcément. Il y prend le fauteuil numéro 14 de Népomucène Le Mercier, l'un de ses opposants. Le 4 septembre 1843, sa fille Léopoldine meurt tragiquement à Villequier dans la Seine, noyée avec son mari Charles Vacry dans le naufrage de leur barque. Hugo était alors dans les Pyrénées avec sa maîtresse Juliette Drouet et il apprend ce drame par les journaux à Rochefort. L'écrivain est terriblement affecté par cette mort qui lui inspira plusieurs poèmes des Contemplations, notamment Demain de l'aube. À partir de cette date et jusqu'à son exil, il ne produit plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poème. Et certains voient dans la mort de Léopoldine et l'échec des Burgraves une raison de sa désaffection pour la création littéraire. D'autres y voient plutôt l'attrait pour la politique, qui lui offre une autre tribune. De 48 à 51, Victor Hugo habite à l'ancien numéro 37, soit au nouveau numéro 43 de la Tour d'Auvergne. Bien sûr, il mena des actions politiques, ça vous le savez, puis ensuite, lors du coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, il tente sans succès d'organiser une résistance. Devenu un opposant du pouvoir, il part le 11 décembre pour Bruxelles, début d'un exil qui durera 19 ans. Un mois plus tard, le décret de proscription du 9 janvier 1852 ordonne l'expulsion du territoire français pour cause de sûreté générale de 66 anciens représentants à l'Assemblée générale législative, dont Victor Hugo. D'abord contraint à l'exil, deviendra volontaire en 1959, Victor Hugo refusant de rentrer en France malgré l'amnistie dont il bénéficie. Il va donc vivre à Bruxelles et justement il y retrouvera Juliette Drouet qui apporte avec elle la malle à manuscrits matériels précieux pour l'écrivain. Et c'est de là que vont apparaître Histoire d'un crime ou encore Napoléon le Petit. Et en recherche d'une nouvelle destination, il décide en avril 1952 de s'exiler à Jersey, une île anglo-normande située entre la France et l'Angleterre et placée sous la protection de celle-ci. Adèle Fouché, elle, restera à Paris pour assurer les questions matérielles, met en vente le mobilier de l'appartement parisien en vue du départ de la famille pour Jersey. Et du coup, ils vont se retrouver à Jersey. Et le 5 août 1852, il est accueilli par son épouse Adèle Fouché. Et ensuite, il se retrouvera à Guernesey à partir du 31 octobre 1855. Et si on continue, bien sûr, il y aura bien sûr d'autres romans. Et c'est justement vers la fin de l'exil que Victor Hugo publie de nouvelles œuvres comme le recueil Les chansons des rues et des bois en 65, le roman Les travailleurs de la mer, hommage à Guernesey et à ses habitants en 1866, puis le roman L'homme qui rit en 69. En même temps, il poursuit son combat politique et maintient sa volonté de rester en exil tant que le Second Empire dure.
Il contribue au journal d'opposition Le Rappel, que fondent ses fils Charles et François-Victor, avec Paul Meurice et Auguste Vacry. Lui qui rêvait d'une Europe unifiée, il plante symboliquement le chêne des États-Unis d'Europe dans le jardin de Hauteville House le 14 juillet 1870, et alors que la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne est proche, il quitte Guernesey pour Bruxelles le 15 août 1870 en vue d'un retour éventuel en France. Et le 5 septembre 1870, lendemain de la proclamation de la République, il rentre en France où il est accueilli comme un héros. Et justement, au vu de son retour en France, les Parisiens lui font un accueil triomphal, il participe activement à la défense de la ville assiégée. Dans le même temps, il lui importe, au nom de l'intérêt du pays, de soutenir le gouvernement de la défense nationale, présidé par le général Trochu. Et lorsque le 17 janvier 1871, Louis Blanc lui demande à nouveau d'intervenir pour exercer une pression sur le général, il répond « Je ne vois plus de danger à renverser le gouvernement qu'à le maintenir ». Et il a été élu à l'Assemblée nationale, siégeant alors à Bordeaux le 8 février 1971. Et il démissionne un mois plus tard pour protester contre l'invalidation de Garibaldi. Son fils Charles meurt brusquement d'une apoplexie le 13 mars et ses obsèques ont lieu le 18 mars à Paris. En 1972, il retourna à Guernesey où il écrit le roman 93 et en 1973, il est à Paris et se consacre à l'éducation de ses deux petits-enfants, Georges et Jeanne, qui lui inspirent le recueil de poèmes L'art d'être grand-père. Il reçoit beaucoup de personnalités politiques et littéraires comme les Goncourt, Lockroy, Clémenceau ou Gambetta. Jusqu'à sa mort en 1885, il est l'une des figures emblématiques de la République en même temps qu'une référence littéraire incontestée. Le 15 mai 1885, il est victime d'une congestion pulmonaire et il meurt le 22 mai 1885, jour de la fête de Juliette Drouet, dans son hôtel particulier, la Princesse de Lusignan, qui a été situé au 50 avenue Victor Hugo, à la place de l'actuel numéro 124. 3 jours avant sa mort, il écrit cette dernière pensée « Aimer, c'est agir ». Et selon la légende, ses derniers mots sont « C'est ici le combat du jour et de la nuit, je vois de la lumière noire ». Avant d'être transféré, son cercueil est exposé dans la nuit du 31 mai au 1er juin sous l'Arc de Triomphe, voilé obliquement par une crêpe noire. Et bien sûr, ce qui lui fera énormément de bien, c'est ce célèbre livre que tout le monde connaît. Il s'agit des Misérables de Victor Hugo. Sachant qu'il en a écrit quand même pas mal des romans. Voilà, vous en savez plus un petit peu sur Victor Hugo, sur sa carrière politique, sur sa vie en tant qu'enfant, et bien sûr sur ses nombreux romans qu'il a pu rédiger, et notamment le plus célèbre, les Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids. Et c'est ainsi que se termine notre rendez-vous du 16h30, un ado, un kids, une histoire. Et c'est aussi la fin de Planète AdoKids. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 3 magnifiques heures. Bonne nouvelle, nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour poursuivre notre aventure. On est là ensemble, vous ne le saviez pas, jusqu'à minuit ce soir. Donc accrochez-vous bien, notre première émission est terminée. Rendez-vous dans quelques instants avec une petite surprise, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie sur AdoKids TV. Si vous restez avec nous, tant mieux. Et sinon, à demain
Et oui, nous serons diffusés même le 25 décembre, demain, à 14 h, bien évidemment, pour Planète Ado Kids. Très bel après-midi sur Ado Kids TV et bonne soirée. Merci, salut.